Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient et vous publiez un livre terrible, le livre noir de Gaza. C'est un témoignage sur cette crise qui se déroule à Gaza, causée bien sûr par le conflit israélo-palestinien. Ce livre retrace la souffrance des civils, la destruction des infrastructures essentielles, les restrictions imposées à l'aide humanitaire. Il dépeint la dévastation provoquée par les opérations militaires israéliennes et le blocus qui empêche pour partie l'accès aux soins et à l'approvisionnement de base. Il met en lumière également l'échec de la communauté internationale à répondre de manière efficace à ces atrocités ou pour tenter de les soulager. Et puis, nous sommes en duplex avec Gaza, avec vous, Rami Abou Jamous. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien Rabbi Abou Jamous, Agnès Levallois, puisque vous avez travaillé avec lui. Vous êtes journaliste à Gaza, vous êtes fixeur régulier de journalistes français, quand il y en avait encore dans l'enclave, il n'y en a plus. Et maintenant, vous continuez à envoyer des informations par WhatsApp. Où est-ce que vous êtes actuellement, Rami Abou Jamous? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que vous voyez autour de vous? Quelle est la situation actuelle à Gaza? Après 2 fois de déplacement, là, je suis, ou bien j'ai fini dans une tente, sous une tente, dans un quartier. Autour de moi, il y a des camps de fortune où il y a à peu près 1 million de personnes qui sont entassées les uns à côté des autres, avec des tentes un peu usées, abîmées pour la température, qui a vécu les mêmes conditions très dures que nous qui maintenant n'est plus comment dire, les piliers pour humains de vivre sous ces tentes-là. Bien sûr, dans des conditions de vie très dures, le manque de tout. Déjà, le manque de la dignité, parce qu'on vit toujours sous humiliation, le manque de la nourriture, le manque au niveau de la santé, le manque des médicaments, et surtout le manque de la sécurité, parce qu'on est bombardé 24/7. Est-ce que les bombardements se poursuivent? Est-ce qu'il y a eu des évolutions ces derniers jours? Ça s'arrête pas, les bombardements. Aujourd'hui, dans le quartier où je suis, il n'y a pas eu de bombardement, heureusement, mais ce qui se passe au nord, ça s'est pas arrêté. Ils bombardent, maintenant ils ont encerclé la ville de Jabalia, ils sont en train de bombarder la ville de Jabalia, ils ont demandé, quand je dis ils, je parle de l'armée d'occupation, ils ont demandé à les 3 hôpitaux qui opèrent au nord, les seuls qui opèrent dans le nord de Jabalia, d'évacuer les patients et tout le cadre médical pour encercler toute la ville ou bien le quartier. Et pour la première fois, ils ont demandé à tous les gens de quitter Jabalia, mais pas pour aller se réfugier ailleurs dans la ville de Gaza au nord, mais de prendre direction directement au sud pour que ça soit un déplacement forcé vers le sud. Votre livre, Agnès Levallois, est une collection de rapports qui documentent donc cette crise à Gaza depuis le 8 octobre, ai-je envie de dire, jusqu'en juin, parce que, bon, après, il fallait bien que ce livre soit imprimé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que ce qui s'est passé depuis modifie la donne? Vos commentaires. Alors ce qui change, c'est que la situation a empiré de façon absolument dramatique depuis le moment où j'ai arrêté de consulter les différents rapports, qui sont, publiés dans cet ouvrage, et donc la situation est exactement la même, mais en pire. C'est-à-dire que les dynamiques à l'œuvre et que l'on voit à travers les différents rapports dans les différents chapitres montrent vraiment cette dynamique, et cette dynamique est exactement la même, mais avec une situation encore plus grave, parce qu'aujourd'hui on est pratiquement à 42 000 morts, et les destructions continuent, parce que comme le disait Rami à l'instant, bah, les bombardements continuent, et donc les déplacements de population se poursuivent, alors que dans la première opération menée par l'armée israélienne au nord de la bande de Gaza, eh bien l'armée avait dit que tout était réglé, qu'il n'y avait plus de combattants du Hamas, donc parce que les Palestiniens, on leur avait demandé de partir vers le sud, et maintenant les opérations reprennent dans le nord, donc les Palestiniens qui étaient rentrés dans le nord pour espérer retourner chez eux sont à nouveau, comme il l'a annoncé, eh bien, obligés de repartir. Et donc, on a aujourd'hui, sur une population de 2,3 millions d'habitants, 1,7 million de déplacés, donc de personnes qui sont parties. Alors, Rami dit que lui, il a déjà été déplacé 2 fois, 3 fois. Il y en a qui ont été déplacés 10 fois. Et donc, voilà, cette situation s'aggrave tous les jours un peu plus. Bon,
Qu'est-ce qui se passe concrètement, Rami Abou-Jamous, pour la nourriture? Est-ce que vous en achetez? Est-ce qu'il y a de l'aide humanitaire qui vous permet de vous nourrir? Malheureusement, l'aide humanitaire, ça n'existe plus. Au début de la guerre, il y avait quelques camions qui passaient de compte à gouttes quand le terminal Rafah était ouvert. Ça passait par l'Égypte, qui suffisait même pas les besoins de quelques familles. Aujourd'hui, après l'occupation de Rafah et l'occupation de terminal Rafah, le terminal était fermé, donc tout l'aide ou bien toute l'aide humanitaire passe par Kerem Shalom. Malheureusement, par Kerem Shalom, les Israéliens ils ont interdit le passage d'aide humanitaire. Tout ce qui se passe maintenant, c'est que c'est quelques secteurs privés ou bien quelques commerçants qui font de l'importation. Et cette importation, pareil, c'est quelques camions par jour, et je parle que du sud de la bande de Gaza. Le nord de la bande de Gaza, malheureusement, le secteur privé ne fonctionne pas. Il y a un mois, ils ont permis au secteur privé de faire passer quelques camions, alors que c'était vraiment la famine. Mais ici, c'est un peu la malnutrition, mais au nord, c'est vraiment la famine, où il y a des enfants qui sont morts à cause de la famine. Là, ça fait à peu près 2 semaines que le terminal Kerem Shalom est fermé, parce que pour les fêtes juives, donc il n'y a plus rien dans le marché. Et non seulement que si on trouve quelque chose dans le marché, on le trouve à des prix 10 fois, 20 fois que Bien le sûr, prix normal. c'est très élevé. Mais alors, pourquoi, Agnès Levallois, hein, donc il faut rappeler qu'il y a donc 2 checkpoints pour Gaza, je veux dire 2 pays qui ont des checkpoints avec Gaza. Il y a Israël et l'Égypte. Du côté égyptien, Mais l'Égypte est aussi tributaire des décisions israéliennes. L'Égypte n'est pas toute seule à décider d'ouvrir le point de passage de Rafah, qui effectivement est contrôlé dans un premier temps par Israël et ensuite par l'Égypte. Et à partir du moment où l'armée israélienne a pris le contrôle de Rafah, eh bien, la marge de manœuvre égyptienne s'est réduite et l'Égypte ne veut pas prendre le risque de remettre en question l'accord de paix signé avec Israël en 1979 et ne veut surtout pas prendre le risque de ne plus recevoir l'aide américaine, puisque dans le cadre de cet accord de paix entre Israël et l'Égypte reçoit 3 milliards de dollars d'aide américaine par an. Et donc, si l'Égypte prend une mesure qui va à l'encontre de ce que souhaite Israël, eh bien, elle met en péril cette aide dont elle ne peut pas se passer vu les conditions économiques de l'Égypte. alors le livre noir de Gaza, Agnès Levallois, rassemble un certain nombre de données, et j'ai envie de dire, c'est compliqué, mais au-delà de ces données, il y a les analyses et les mots. Vous mettez de côté le terme de génocide, vous lui préférez le terme de nettoyage ethnique. Ce n'est évidemment pas une préférence esthétique ou lexicale, c'est parce Non. que vous le jugez plus juste. Crime de guerre. Qu'est-ce que vous diriez au sujet donc de ce que fait l'armée israélienne à Gaza? Oui, crime de guerre et puis mise en cause du droit humanitaire international, puisque l'aide humanitaire ne rentre pas. D'ailleurs, une des exigences de ce droit, c'est de laisser passer l'aide humanitaire, de laisser passer aussi l'aide en termes de soins, de médicaments. Euh, Il y a eu malgré tout cette campagne de Oui, vaccination. qui a été effectivement avec le risque de poliomyélie, il y a eu des négociations pendant plusieurs jours avec l'armée israélienne pour autoriser pendant 3 jours les équipes de l'OMS à rentrer pour pouvoir vacciner ces enfants, à peu près entre 500 et 600 000 enfants, ce qui était évidemment une question de santé publique absolument indispensable. Mais les hôpitaux, sur 36 hôpitaux, 19 sont complètement hors de service. Et là, on voit à ce moment que dans le nord de la bande de Gaza, ce que racontait Rami, c'est qu'on demande à évacuer tous les hôpitaux. Donc on est dans une situation humanitaire telle qu'effectivement ce droit international humanitaire est mis en danger et donc crime de guerre clairement de la part de la situation dans la bande de Gaza. En ce qui concerne l'approvisionnement donc alimentaire, Benjamin Netanyahou a dit que l'aide humanitaire et les rations caloriques qui étaient apportées à la population gazaoui, disons, correspondaient aux besoins, mais que celles-ci étaient en partie captées par le Hamas. Alors là, il faut aussi faire la part des choses dans ce qui est la communication d'un pays en guerre, et Israël gère très bien la communication. Ce qui est simplement clair, et là ce sont là aussi des faits, il suffit de se référer au rapport de l'ONU qui tous les jours disent ce qu'il en est. Il fallait effectivement avant le 7 octobre au minimum 500 camions par jour pour pouvoir alimenter la bande de Gaza, mais dans le minimum. Et là actuellement, on est à quelques camions par jour. Et donc ça, c'est repéré et c'est vraiment répertorié par les agences de l'ONU. Donc, quand Netanyahou dit tient ces propos, c'est
pour moi quand même dramatique et scandaleux parce que ça ne correspond en rien à la réalité sur le terrain. Et toute la question, et vous l'évoquiez au départ, c'est le fait de ce blocus de la bande de Gaza, un blocus quasiment hermétique, et le fait que les journalistes ne puissent pas rentrer pour documenter tout ça. Alors là, je tiens à saluer le travail des fixeurs et des journalistes palestiniens comme Rami et d'autres qui, grâce à eux, on arrive à avoir des informations. Mais il faudrait aussi pouvoir aller plus loin pour justement enquêter sur tous ces éléments. Mais ce qui est clair, c'est que les chiffres là de l'ONU sont absolument terribles. Mais alors, Rami Abou Jamous, l'une des remarques qui est adressée par Israël aux journalistes palestiniens qui sont à Gaza est que vous ne pouvez pas travailler de manière indépendante du Hamas. Alors, je vais vous poser la question. Bien sûr que non. On a une libre, comment dire, d'opérer, de travailler comme on veut. Il n'y a pas de censure, il n'y a rien du tout. Et c'est vrai qu'avant la guerre, il y a eu des censures, comme n'importe quel État, et y compris Israël. Le Hamas n'est pas un pouvoir, pardonnez-moi, je vous interromps comme vous êtes en duplex, le Hamas n'est pas un pouvoir tendre, et on sait qu'il a été terrible dans la manière dont il s'est opposé aux autres factions palestiniennes à l'intérieur même de Gaza. Oui, vous m'avez posé la question, est-ce que j'ai des problèmes actuellement pendant la guerre en tant que journaliste? Je vous ai dit non, pendant la guerre, il n'y a aucun problème. Avant la guerre, on a eu des problèmes avec le Hamas. Moi, personnellement, j'ai eu des problèmes avec le Hamas, comme n'importe quel État ou bien gouvernement qui veut mettre la main sur la population et sur le territoire où il est. Notamment Israël. Israël, ils ont, peut-être là, on va changer un peu les mots parce que là, on parle de censure, mais Israël, ils ont ce qu'on appelle la censure militaire. Et là, tous les journalistes, ils les obéissent, et pendant la guerre. Et la meilleure censure que Israël fait, c'est de ne pas avoir fait passer des journalistes étrangers à Gaza. Nous, pendant la guerre, on ne les voit pas, le Hamas. On ne voit pas les mecs armés du Hamas. On ne voit pas les stockages parce que là, ils sont visés partout. Au contraire, on est une cible parce qu'on fait notre travail. Il y a plus de 100 journalistes qui ont été visés parce qu'il est journaliste, d'une façon intentionnelle. C'est pas parce qu'on travaille avec le Hamas ou bien parce que le Hamas n'empêche de travailler qu'on était ciblé. Bien au contraire. Donc, pour la question de la censure, ça existait. Bien sûr, ça existait. Ça existe à Gaza, ça existe en Cisjordanie, ça existe en Israël. Et je crois qu'en France aussi, ça existe. Donc, après, France, il y a des... Pas tellement. Non, mais c'est pas le débat, pardonnez-moi, je réagissais. Agnès Levallois, alors l'une des questions qui se posent pour les journalistes, puisque vous documentez les meurtres de journalistes dans le livre noir de Gaza qui est publié aux éditions du Seuil, pourquoi les Israéliens frappent-ils les journalistes? Sont-ils désignés en tant que journalistes? Sont-ils des victimes collatérales? Ils sont désignés comme journalistes et les enquêtes qui ont été menées par Reporters sans frontières, puisque ce chapitre sur la presse a été rédigé en partenariat avec Reporters sans frontières, qui lui documente effectivement les conditions dans lesquelles les journalistes ont été ciblés. Et sur à peu près aujourd'hui 130 journalistes qui ont été tués, RSF considère qu'il y en a à peu près une trentaine dont on est sûr qu'ils ont été tués parce qu'ils étaient journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Les autres, ils n'ont pas les éléments, donc ils sont très prudents dans l'annonce de ce qu'ils disent, mais le résultat, c'est qu'il y a à peu près 130 journalistes qui ont été tués et qui sont clairement morts parce qu'ils étaient journalistes, parce que ça correspond à la même stratégie d'Israël, qui est surtout pas de témoignages. Ils ne veulent pas savoir que des informations sortent. De la même façon que le El Jazeera, la fameuse chaîne de télévision pan-arabe financée par le Qatar, a été aussi interdite parce qu'elle avait beaucoup de correspondants sur place et alimentait justement les chaînes, pas simplement El Jazeera, mais les chaînes internationales de par ses reportages. Donc, il y a une vraie volonté de maintenir ce blocus sur la presse comme sur l'aide humanitaire pour pouvoir travailler comme l'armée entend le faire. Et les seuls journalistes qui rentrent, ils sont, comme on dit, embedded par l'armée israélienne. Ils rentrent 2-3 heures, on leur montre ce qu'on veut leur montrer et ils repartent. Sur la question du bilan, parce que là aussi, c'est évidemment, comme on s'en doute, un point qui est très largement discuté. L'armée israélienne dit que sur les 42 000 morts, 17 000 de ces personnes sont, ou plutôt étaient, des combattants. Alors là aussi, si on n'a pas d'observateurs étrangers qui peuvent rentrer pour vraiment faire le point sur cette question, on est là aussi dans une guerre des mots et dans une guerre de la communication. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que pratiquement les 42 000 morts attestés par le ministère de la Santé du Hamas correspond à des personnes identifiées par ce ministère. Il ne donne des chiffres Est-ce que ça veut dire que vous avez pu
vérifier. Non, Je sais pas non, non, comment. non. Il s'agit vraiment là de dire que, et c'est pour ça qu'on dit Vous que les reprenez le chiffres, bilan oui, mais du ministère de la j'apporte Santé. juste une information complémentaire qui est essentielle, c'est que dans tous les conflits précédents dans la bande de Gaza, puisque vous savez pratiquement tous les 2 ans il y a une guerre, les bilans qui avaient à chaque fois été donnés par le ministère de la Santé ont été corroborés par les enquêtes de l'ONU une fois que l'ONU a pu faire son travail, je veux dire, de vérification. Ça veut dire que Donc, jadis, le Hamas ne mentait pas sur les bilans. absolument. Et que là, le Hamas a compris qu'en termes de crédibilité, il se devait d'être extrêmement rigoureux. Donc, il ne donne le chiffre que de personnes clairement identifiées. C'est pour ça qu'un certain nombre d'organisations considèrent aujourd'hui que le chiffre doit être multiplié par 2 ou par 3, parce qu'il y a encore beaucoup de corps sur des décombres, des personnes disparues, et ceux-là, donc, ne sont pas répertoriés dans les personnes mortes. Alors, l'autre question, c'est bien entendu, et dans ce cas-là, le crime de guerre serait partagé par le Hamas, Bien le sûr. fait que ces civils tués seraient utilisés comme des boucliers humains. Alors, dans un territoire comme le territoire de Gaza, qui est un tout petit territoire, avec une concentration de population, parce que les Gazaouis sont obligés de quitter leur zone pour aller ailleurs se mettre en sécurité, Ramil disait, là où il est, il y a à peu près 1 million de Gazaouis. Donc, effectivement, faire la part entre les combattants et la population, c'est absolument impossible. Est-ce que ça justifie, et là, c'est toute la question de la proportionnalité, et est-ce quand on veut viser un combattant, est-ce qu'on prend le risque de tuer 50 civils? Et toute la question, et là, ça sera vraiment le travail des enquêteurs, ensuite, une fois ce conflit terminé, de faire la part des choses. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Agnès Levallois. Votre livre noir de Gaza est publié aux éditions du Seuil. Rami Abou Jamous, je rappelle que vous êtes journaliste à Gaza et en duplex depuis Gaza, et vous serez rejoint par Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. On essaiera de resituer Gaza au Proche-Orient. Gaza, c'est une longue histoire. Gaza, aujourd'hui, c'est une ligne de fracture du monde. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et il est question de Gaza dans le livre noir de Gaza que vous publiez, Agnès Levallois. C'est un ouvrage collectif. Il rassemble une série de rapports qui documentent la crise humanitaire déclenchée dans la bande de Gaza par l'affrontement entre Israël et le Hamas. Ce livre décrit la catastrophe humanitaire. Vous parlez de crimes de guerre plutôt que de génocide. Et vous dites ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Autrement dit, le nombre de victimes vous paraît fiable. En revanche, déterminer qui sont les combattants et qui sont les civils, ça on ne le sait pas. S'il y a eu ou non usage de boucliers humains comme cela est dit par le Hamas, là aussi cela fait partie des zones d'ombre qu'il faudra lever si on peut le faire après ce conflit. Et puis j'accueille un monument. Henri Laurence, bonjour, merci d'être là. Vous êtes professeur au Collège de France, vous incarnez cette longue tradition en France des arabisants et donc des savants qui se sont penchés sur le monde arabe. J'aimerais tout d'abord vous demander ce que vous inspire cette crise à Gaza. Ah bah, une très profonde tristesse, voire un sentiment un peu de désespoir. Même si sur Gaza, je connais pas beaucoup de gens. Moi, je suis plutôt sur le Liban, où j'ai même de la belle famille. Mais bon, on ne peut qu'être affligé de ce qui se passe depuis une quinzaine d'années. Je dis souvent je dis depuis 2010-2015 qu'on va vers la catastrophe. J'ai cité Chateaubriand en disant « Je suis un inutile Cassandre ». Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est de me tromper. Mais ma vision est de plus en plus inquiète, négative. Je pense qu'on va tous vers la catastrophe. Le Liban, donc on a entendu aux actualités tout à l'heure les menaces de Benjamin Netanyahou. Bah oui, là, il voudrait susciter une guerre civile. Normalement, ça ne devrait pas se passer parce qu'ils ont l'expérience et la mémoire de la grande guerre civile. Mais Quelques mots sur cette grande guerre civile pour nous rafraîchir la mémoire. elle a duré 1975 à 1990. Au départ, elle tournait sur la place des Palestiniens au Liban dans le combat contre Israël. Et puis, selon l'expression quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, Hassan Tueni, c'est devenu progressivement une guerre pour les autres. C'est-à-dire que tous les conflits internationaux se sont répercutés au Liban, et d'ailleurs, une partie des conflits du Liban se sont répercutés à l'extérieur.
Mais alors justement parce que donc au début de cette guerre civile, il y avait donc ce qu'on appelait le Fatah Land, Mmh. c'est-à-dire cette zone occupée par les Palestiniens au sud Liban, légèrement plus petite que le Hezbollah Land aujourd'hui, qui est occupé par les séides de l'Iran. Henri Laurence, est-ce que vous avez l'impression que le Liban est une zone maudite par la géographie? Ah bah, et s'ils étaient en Suisse, ils seraient plus heureux, je crois, mais malheureusement, ils sont la Suisse du Proche-Orient, selon l'expression, consacrée. Non, la spécificité libanaise, c'est que c'est une société pluraliste avec une grande ouverture, dialogue, des pluripartismes, et cetera. Et le malheur, c'est quand vous êtes dans une société pluraliste au Proche-Orient, vous avez toutes les ingérences étrangères qui s'accumulent parce que tel parti, bah, il aura le soutien de tel pays et du coup, tel autre parti aura le soutien de pays hostiles au premier et ainsi de suite. C'est une espèce d'enregistrer des conflits régionaux. C'est un Orient compliqué, on l'a dit, Agnès Levallois, vous connaissez fort bien cette région. On a eu l'occasion plusieurs fois de dialoguer ensemble sur la Syrie, sur l'Arabie saoudite. Et là, vous publiez ce livre noir de Gaza. Alors, beaucoup de gens disent, voilà, il y a suffisamment de conflits dans le monde et finalement, il y a une disproportion dans l'attention qu'on porte au Moyen-Orient et notamment à ce conflit entre Israël et la Palestine. Quelle est votre réaction à ce type de commentaire? Écoutez, je pense que tous les conflits doivent être analysés, étudiés. Moi, il se trouve que j'ai commencé mes études sur cette région en apprenant l'arabe et donc je m'intéresse à ce conflit israélo-palestinien comme je me suis intéressée au conflit syrien et à d'autres dans la région qui me paraissent quand même éminemment importants puisqu'on est concerné aussi par ce conflit. Je veux dire, cette situation a des répercussions ici en Europe, que la création de l'État d'Israël vient de notre histoire européenne et que donc c'est vrai que dans ce cadre-là, finalement, on ne peut pas se désintéresser parce qu'il y a un écho bien plus fort de ce conflit israélo-palestinien chez nous que ne peut l'avoir un conflit dans d'autres régions du monde avec lesquelles on n'a pas la même relation historique et de lien aussi entre les sociétés. Henri Laurence, quand on songe, je ne sais pas, au conflit au Soudan, à d'autres régions qui sont aujourd'hui sous le feu. Oui, j'ai l'impression, si vous voulez, vous connaissez l'expression de l'historien Timothy Snyder pour l'Ukraine, terre de sang, les Bloodlands. Et ce qu'on a vu, c'est, disons, ces 20 dernières années, disons à partir de 2003 pour simplifier, ou 2001, un glissement des Bloodlands vers le sud, donc l'Irak, la Syrie, le Soudan, la Palestine. Alors, bon, il y avait des conflits avant, évidemment, au Liban, etc. Et puis, vous avez des phénomènes dans la région qui est l'émergence des milices. Jusqu'à 1975, vous aviez des États avec des armées bon, qui jouaient le jeu des États avec des guerres, évidemment, mais avec en plus des guerres secrètes, un peu de terrorisme quand même. Mais ce qui est émergé dès 1975, c'est le phénomène milicien. Et ce phénomène milicien, c'est quelque part une privatisation de la guerre. Et donc, bah, on a eu, si on prenait le Liban, parce que c'est tout à fait significatif, on avait la résistance palestinienne. Et du coup, les chrétiens qui étaient opposés au Liban, aux Palestiniens se sont appelés la résistance chrétienne. Et du coup, les islamistes, quand ils sont montés en puissance à partir des débuts des années 80, se sont appelés la résistance islamique. Et alors, on en a fait un emprunt à la langue politique européenne, puisque c'est la résistance de la Seconde Guerre mondiale qui est la référence. Mais en même temps, on voit qu'on est passé au-dessous de l'État. Et l'un des grands problèmes, par exemple, ce qui rapproche, par exemple, Gaza et le Liban, ou si vous voulez, le Hamas et le Hezbollah, c'est comment être, je dis, on se pose comme ça, je ne dis pas que c'est, mais comment être un mouvement de résistance et en même temps un mouvement, une organisation gestionnaire d'un État fournissant des services publics. Alors au Liban, bah, en quelque sorte, le Hezbollah s'était déchargé de cette mission sur un État déliquescent, avec un jeu de corruption dans lequel lui-même il appartenait. Et puis, l'une des origines du 7 octobre, c'est le fait que le Hamas s'est trouvé dans l'impossibilité de gérer à la fois un territoire, c'est-à-dire fournir de l'économie, des services sociaux et ainsi de suite,
à une population et se continuer en mouvement de résistance. Et il a choisi la version résistance. Enfin, encore une fois, je ne dis pas que le Hamas est un mouvement de résistance, Non, non, mais on a bien entendu que c'était une autodésignation qui se présente comme telle. voilà, et c'est cette contradiction qui est à la source des problèmes libanais et palestiniens d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, vous le dites, Agnès Levallois, dans votre livre de Gaza et dans votre livre noir de Gaza, et dans l'introduction que vous donnez, et lorsque le Hamas a lancé le 7 octobre, il s'attendait à une réaction de ce type de l'État israélien. Et le problème que vous posez dans ce livre est la responsabilité des uns et des autres, sachant que, bien sûr, cette histoire n'a pas débuté le 7 octobre, sachant aussi que le Hamas n'est pas le continuateur de l'OLP, puisque c'est un mouvement religieux, radical, peut-être millénariste. Moi, ce que je trouve très important quand on parle maintenant de Gaza, c'est effectivement pour certains, on a l'impression que tout a commencé le 7 octobre et il s'agit vraiment de remettre ce conflit et cette guerre dans ce contexte historique, même si certains considèrent que de commencer à vouloir analyser ou expliquer, c'est justifié. Ça n'est en rien justifié, mais on ne peut rien comprendre à ce qui se passe si on ne met pas ça dans son contexte historique de la question palestinienne qui est pendante depuis maintenant des dizaines d'années et que plus personne ne voulait prendre en compte et n'a voulu essayer de la régler. Et donc là, il y a vraiment une violence qui s'exprime, mais aussi de ce conflit qui est pour moi la matrice des conflits du Proche-Orient. Tant qu'on n'aura pas réglé ce conflit, il y aura ce deux poids, deux mesures et il y aura cette violence qui ne peut du coup maintenant que s'exprimer, si je puis dire, par la force et la violence. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Israël est rentré vraiment dans une stratégie de rapport de force, de violence, et le fait d'écarter toute possibilité de négociation aujourd'hui montre que la seule issue pour Israël, c'est de continuer de profiter de ce rapport de force qui lui est favorable aujourd'hui, évidemment, avec l'appui américain. Mais donc, c'est désespérant, parce que comment peut-on sortir de cela si à aucun moment on se dit il faut quand même envisager de sortir de ça et comment on renoue un fil d'une négociation. Et je pense que les deux acteurs ne peuvent plus le faire aujourd'hui, Israël et le Hamas. Je prends toujours cette image de 1993, les accords d'Oslo, où on avait Arafat et Rabin. Aujourd'hui, côté palestinien, on a le Hamas, et côté d'Israël, on a les descendants de l'assassin de Rabin. Et donc, effectivement, comment faire en sorte aujourd'hui de pouvoir renouer le dialogue quand on est dans cette situation? Et oui, parce que Henri Laurence, on a l'impression que Benjamin Netanyahou ne veut pas la paix, le Hamas ne veut pas la paix non plus. Le Hezbollah, à ma connaissance, n'a fait aucune proposition pour permettre à Israël de récupérer la souveraineté sur cette bord du territoire qui est exposé par les positions du Hezbollah qui sont au sud Liban, donc après le fleuve Litanie. Là, pour ce qui concerne le Liban, le Hezbollah avait créé ce qu'on appelle une dissuasion. C'était ce qui s'est passé en 1996. Et il avait en quelque sorte bloqué l'instrument militaire israélien en interdisant aux Israéliens de frapper les populations civiles. Parce que toute la stratégie israélienne depuis toute éternité, si j'ose dire, enfin, au moins 1948, c'est de frapper les populations civiles pour faire flancher l'adversaire ou l'ennemi, comme vous préférez le terme. Et donc, le Hezbollah avait réussi à créer une dissuasion qui faisait qu'il disait « nous battons entre militaires ou militants », etc. Et ce dont on vient de voir, alors si vous prenez par exemple la rhétorique jusqu'aux ces dernières semaines du Hezbollah, c'était « nous ne frappons que des objectifs militaires ». Ce que vient d'obtenir Israël, c'est la fin de la dissuasion protection de la population civile libanaise. Et on voit très bien dans le discours que vient de tenir M. Netanyahou que l'objectif, enfin l'instrument plutôt, c'est de frapper les populations civiles. Mais ce que disent les autorités israéliennes et dans les actualités, on en a rendu compte, c'est le fait qu'il y a des caches d'armes du Hezbollah dans la population civile libanaise, avec ce qu'on a appelé les caches d'armes Airbnb, le Hezbollah payant le loyer de certaines caches d'armes. C'est pas ce qu'on dit au Liban. Apparemment, il y a des articles dans l'Orient le Jour récemment sur ce sujet, mais ces fameux postes de commandement du Hamas ou des Hezbollah, on a l'impression qu'on a à peu près un tous les 5 mètres carrés.
à Gaza ou dans le Liban Sud. Si on tient le discours israélien, il suffit de voir l'ampleur des destructions. Et on voit par exemple aussi que les villages chrétiens du Liban Sud, qui sont tout à côté de la frontière, mais où il n'y avait pas de Hezbollah. Il y avait eu des incidents il y a quelques semaines où les populations chrétiennes avaient chassé des militants du Hezbollah qui voulaient s'installer. Ces villages ont été aussi détruits. Ouais, parce qu'il faut rappeler que la guerre civile libanaise dont vous évoquiez le souvenir dans les années 70 a débuté là-dessus, sur ce type d'affrontement entre donc les militants du Fatah alors et les chrétiens libanais. Ce qu'on avait appelé à l'époque les islamo-progressistes et les chrétiens conservateurs. Bon, c'était des appellations du temps qui seraient tout à fait contestables. Mais alors justement, la symétrie entre le Hezbollah et le Hamas, elle s'arrête là, parce que le Hezbollah considère qu'il n'a jamais touché des populations civiles. Le Hamas l'a fait, et de quelle manière, le 7 octobre. Et c'est dans ce contexte-là, Agnès Levallois, qu'il y a une stratégie du Hamas qui, je l'avoue, ne me paraît pas très facile à comprendre. Non, c'est évident que le massacre du 7 octobre mené par le Hamas a été une catastrophe absolue. Non seulement une catastrophe pour la société israélienne, pour les Israéliens qui ont été victimes de ces massacres et des otages, mais en termes d'objectifs politiques, évidemment que c'est une catastrophe. Autant la stratégie du Hezbollah, qui consiste à attaquer des cibles militaires, peut se comprendre et peut se justifier aux yeux du combat qui est mené. En revanche, quand des civils sont touchés, comme ça a été le cas, alors il y a tout un débat, et il est impossible de savoir la réalité de ce débat pour savoir si l'opération a échappé en partie au Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce voulait... il faut expliquer ce débat qui n'est pas forcément connu des auditeurs. Le débat, ça a été de dire que autant le Hamas voulait mener cette opération contre des objectifs civils. D'ailleurs, il y a une base militaire. Des objectifs militaires. Militaires, pardon, excusez-moi. Des objectifs militaires pour justement considérer qu'on est dans un combat légitime, et je mets des guillemets, mais considérant que le Hamas se bat contre l'État israélien qui les maintient quand même complètement sous pression et dans un état de domination avec la colonisation et autres. Le fait qu'il y ait eu autant de civils, toute la question se pose, est-ce que c'était un objectif délibéré ou est-ce que cette opération a été menée et qu'à un moment, ça les aura complètement échappé? Évidemment, à ce stade, je suis incapable de pouvoir répondre à cette question. Même chose pour les otages, apparemment. Oui, absolument. Et qu'ils veuillent des otages, oui. Il y a eu des otages militaires et là, des soldats. Donc là, ça correspondait à la stratégie. Et de ce point de vue-là, effectivement, le Hezbollah a toujours fait attention, lui, à ne toucher que des objectifs militaires pour que le combat qu'il mène ne puisse pas être dénigré, ne puisse pas être remis en question. Henri Laurence, la question de la cruauté, la question donc de cette violence qui s'est développée dans une dimension à la fois religieuse et millénariste, c'est-à-dire quasiment avec des perspectives de fin du monde, alors que nous étions habitués à, avec l'OLP, y compris avec le Fatah, à des gens qui bien sûr étaient violents, c'était des soldats, mais ils parlaient une langue de laïque, et il était possible, on le faisait, de parler avec des militants de l'OLP, du Fatah, et il y avait une distance culturelle assez faible entre, disons, les interlocuteurs qui pouvaient être européens occidentaux et ces militants-là. Qu'est-ce qui s'est changé depuis? C'est la différence avec l'État islamique, c'est quand même vous pouviez discuter avec des militants du Hamas ou avec des militants... Avec des militants du Fatah, vous voulez dire? Non, du Hamas. Oui. Oui, c'était facile. Ils avaient pignon sur rue. Il y avait des journalistes israéliens à une époque qui allaient interviewer les dirigeants du Hamas. Mais c'est plus du tout le cas maintenant. Non, c'est plus le cas maintenant parce que ça a été bouclé. Non, mais même, je veux dire, à partir de 2007, ces dialogues, ils ont été rendus de plus en plus difficiles. Oui, non, mais je veux dire simplement que le Hezbollah, le Hamas se définissent malgré tout comme des mouvements politiques, même s'ils mobilisent des affects religieux, ils ont un programme qui n'est pas celui de la fin du monde, même si le Hezbollah pense que l'Ayman caché va arriver après-demain. Mais globalement, ils restent dans du politique. Alors que les mouvements qu'on a eus avec l'État islamique, alors là, c'est des dingues totaux. Pour lequel la destruction était le seul objectif visé. C'est pour ça qu'il y a une différence
entre les deux. Pour le reste, c'est la Terre Sainte, et malheureusement pour la Terre Sainte, c'est la terre de la fin des temps. Donc si vous prenez les millénaristes chrétiens, en particulier chez les protestants évangéliques qui soutiennent M. Trump, euh, le millénium va bientôt arriver, c'est pour ça qu'il faut soutenir Israël, et la bataille finale à Margédon, Megiddo, donc c'est en Galilée, est tout à fait proche. Si vous êtes juif, vous pouvez penser qu'enfin le Messie arrive et que ça va être le bonheur perpétuel pour le reste de l'humanité, et pas seulement pour les juifs. Et puis, si vous êtes musulman, le Christ, Jésus, va descendre par la minaret de la mosquée des Omeyyades à Damas et aller combattre. Alors, on ne sait plus très bien si c'est à Lod ou ailleurs, le Dajjal, c'est-à-dire l'équivalent musulman de l'Antéchrist. Et on a vu des choses assez affolantes, comme des coupés-collés de millénaristes musulmans qui reprenaient des pages entières de millénaristes protestants américains. Et puis on arrive à des aberrations dans le style l'Antéchrist va arriver du triangle des Bermudes avec des secoupes volantes. Bon, au moins, si les Martiens arrivent, peut-être que ça donnera une solution pour la région, parce que pour l'instant, une solution, on n'en voit pas. Alors, ce n'est pas, hélas, le rôle de votre livre, car Agnès Levallois, dans le livre noir de Gaza, il n'y a que des problèmes, il n'y a pas de solution. Mais qu'est-ce que l'on peut envisager, je veux dire, à longue échéance pour cette région? Qu'est-ce que l'on peut entrevoir? Pour moi, la solution finalement est très simple, c'est qu'enfin on reconnaisse les droits des Palestiniens et qu'on permette l'établissement d'un État palestinien. Je reste persuadée d'une chose, il n'y aura pas de sécurité pour l'État d'Israël en dehors d'une sécurité pour les Palestiniens. Et la sécurité des Palestiniens passe par l'établissement d'un État. On ne peut pas laisser cette région avec cette situation, cette injustice quand même qui est une évidence, et que de penser qu'on peut tourner autour, qu'on peut mettre cette question palestinienne sous le tapis comme ça a été fait toutes ces dernières années, en particulier avec tous les plans qui ont été élaborés par Trump à l'époque, de considérer qu'on va faire le deal du siècle, qu'on va inonder la bande de Gaza de dollars et qu'on va faire un Gaza sur Dubaï ou un Dubaï sur Gaza et que tout va se régler, est une absurdité totale. Et tant qu'il n'y aura pas cette conviction selon laquelle il faut reconnaître les droits des Palestiniens, eh bien, on va aller de conflit en conflit de plus en plus violent et de plus en plus dramatique. Henri Laurence, un mot de conclusion sur les possibilités offertes aujourd'hui. Moi, j'ai dit que j'étais totalement négatif. J'ai peur que ça continue de s'aggraver. Je suis comme Agnès, je souhaite que cette solution. Mais ma vraie espérance, c'est de me tromper. Parce que je fais un jugement très inquiet. J'ai peur que ça aille de plus en plus mal. Mais d'un autre côté, alors je vais vous fournir des lueurs d'espoir. Il y a par exemple sur la question financière, parce que les finances comptent, une possibilité donc pour le Liban et pour Israël d'exploiter un gisement gazier qui est situé donc de manière offshore, non loin des côtes. Il y a des possibilités de collaboration dans la région. Est-ce que tout cela ne vous paraît pas de nature à réfreindre les ardeurs guerrières des uns et des autres? On peut dire qu'en dehors de prendre en otage les populations, ce qui nous indiffère quand même relativement, prendre en otage les ressources pétrolières de la région, ça c'est beaucoup plus inquiétant. Je veux dire, le jour où on fait sauter les installations gazières israéliennes et pétrolières iranienne et que vous aurez un baril à $250, alors brusquement on trouvera qu'il faudrait peut-être trouver une solution. Mais tant que vous avez des milliers de civils qui sont tués, c'est pas la peine. Je voudrais juste ajouter qu'il y a eu des négociations indirectes entre Israël et le Hezbollah sur l'exploitation justement de ces champs gaziers en Méditerranée. Bien la preuve que l'intérêt du Hezbollah était tout à fait de négocier. Et d'ailleurs, le Hezbollah était un peu gêné pour justifier cette démarche auprès de sa propre population après les discours quand même très, très durs et battant guerre contre Israël. Le livre noir de Gaza, c'est votre livre, Agnès Levallois. C'est publié aux éditions du Seuil. Henri Laurence, Questions juives, problème arabe. C'est une vaste fresque de 1798 à 2001. C'est publié aux éditions Fayard.